dans ce nouvel épisode de Sans détour, le podcast de Génilem. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de clôturer cette saison 2024 avec un épisode qui marque une étape assez spéciale pour moi et notre podcast. C'est le dernier épisode de la saison, mais c'est également le dernier avec le soutien de notre parrain Bernet Associés. J'aimerais exprimer ici toute ma reconnaissance pour leur engagement à nos côtés dans cette aventure et surtout un immense merci à mon ami Laurent Bernet pour sa confiance et son implication. Je pense que celles et ceux qui nous ont écoutés régulièrement ont compris que nous avions déjà des liens très forts avant cette aventure podcastienne. Et faire ces 4 saisons ensemble a été, en tout cas pour moi, l'occasion de partager des moments hyper intenses et toujours très enrichissants à ses côtés. Donc un grand merci à Bernet Associés et à Laurent. Mais revenons-en à cet épisode. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Nicolas Frodiguer, cofondateur de la première marque de luxe horlogère et circulaire, ID Genève. Nicolas va nous raconter comment à 14 ans, 2 copains d'école ont rêvé ensemble d'un projet dans leur passion précoce, l'horlogerie. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité avec une dimension d'impact au cœur même de leur marque qui a séduit jusqu'à un certain Leonardo DiCaprio qui a rejoint leur projet en tant qu'investisseur en 2023. Cette marque incarne un modèle qui réussit à réunir 2 mondes qu'on oppose trop souvent, l'entrepreneuriat et l'impact. Autrement dit, le profit et la mission. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'ils le font au cœur d'une industrie très traditionnelle, l'horlogerie suisse. On parle rêve, impact, ambition et objectif. Alors bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Ouais, alors je suis Nicolas Frodiguer. Je suis cofondateur de la marque de montres ID Genève. Genevois d'origine. J'ai grandi ici à Aunay. Et aujourd'hui, je vis à Carouge. Et puis qu'est-ce que tu as fait avant ID Genève ? Alors j'ai fait beaucoup de choses, mais principalement l'école hôtelière de Lausanne. J'ai terminé en 2015. Et ensuite, j'ai fait le management, donc programme de Coca-Cola Suisse en vente et marketing pour 18 mois. Et j'ai travaillé en tant que digital et e-commerce manager à Zurich pendant à peu près 3 ans. Pourquoi l'école hôtelière ? Il y avait, alors, pour être très transparent, j'ai mon grand frère qui a fait, donc je suis le plus petit de 2 grands frères. Et celui qui est le plus proche de moi, il m'a dit une fois, il est venu vers moi, il m'a fait, c'est une école qui est pour toi. Et il avait raison. Je me rappellerai toujours les premiers jours sur le banc de l'école. Il disait c'est pour les gens qui sont des I love people. et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment pour les gens qui aiment construire voilà des connexions, des amitiés, des relations, et ça me ressemble beaucoup en fait sur mes caractéristiques. Puis alors après, comment t'es devenu l'idée de ID Genève ? L'idée, alors, c'est vraiment quelque chose. Souvent, les gens pensent que je l'ai fait du jour au lendemain. Alors, pas du tout. Si vous demandez en 2011, quand j'ai commencé l'école hôtelière, à mes collègues de classe, ils se rappellent encore. J'en ai certains qui commentent ou qui m'écrivent encore, et qui me disent: ah, mais je me rappelais que tu voulais faire ça. Et c'est une idée qui remonte à nos 14 ans avec Cédric, mon cofondateur. Quand lui, il a commencé son apprentissage chez Vacheron Constantin, j'ai fait quelques jours de découverte aussi avec lui pour découvrir un peu son univers. Et j'ai adoré. Je suis tombé, je crois, encore plus amoureux que lui. Et du coup, dès nos 14 ans, on s'est dit, je me rappelle beaucoup de ces moments parce qu'on tondait le gazon l'été pour un peu gagner de l'argent dès notre plus jeune âge. On a même construit une cabane ensemble, on se faisait payer pour construire des cabanes. Et pendant qu'on travaillait, justement, on peignait ces planches, on mettait différentes couches, on parlait d'une marque de montre. Vraiment, on s'est dit, voilà, un jour, on aura une marque de montre. Et pareil, en 2011, quand je suis rentré, j'étais là, voilà, je vais créer une marque de montre. Quand je suis rentré, pareil, chez Coca-Cola, c'était quelque chose où je me suis dit, comme je vais finir ma vie dans les montres, autant aller essayer quelque chose d'autre, en fait, et puis peut-être de sortir un peu plus voilà, d'une autre industrie, un peu plus vite, parce qu'on appelle ça du fast consumer moving goods. Donc c'est vraiment une industrie où le produit tourne encore plus vite que les montres, et je trouvais ça intéressant de pouvoir voilà, construire une expérience. Donc tu savais que tu allais être dans les montres et t'es allé chercher à te former ailleurs. Ouais, exactement, je pense que c'était l'objectif, mais j'ai quand même eu de mes expériences aussi dans certaines marques de montres. J'ai fait un stage à Hong Kong, chez Tag Heuer. Donc là, je voulais vraiment aller voir le marché. Je m'étais renseigné, c'était le premier marché d'exportation suisse à l'époque, avant d'être passé par les États-Unis environ en 2015.
Et j'ai aussi fait un an à Munich pour apprendre l'allemand en bon genevois. Quand je sors de la matu, je sais pas parler allemand, donc je me suis dit, attends, je vais aller à Munich. Et à Munich, je fais 6 mois au Mandarin oriental. Je fais au bar d'abord pour vraiment être jeté dans la fosse au lion au niveau de l'allemand. Et 3 mois en vente et marketing dans l'hôtel. Et ensuite, je trouve une société horlogère qui est à Munich et je me dis, mais pourquoi pas rester encore un peu plus longtemps? J'ai le temps avant de commencer le HL. Et c'est Chrono Suisse qui était basé à Munich à l'époque. Et un certain Gerd Rüdiger-Lang qui nous a quittés en 2023, mais qui à l'époque justement m'a un peu pris sous son aile parce qu'il était là, mais qu'est-ce que fait un Suisse à Munich qui veut travailler pour moi? Mais viens tout de suite. Il était là. Je me rappelle, il m'a engagé dès l'entretien d'embauche. J'ai dit bon, tu commences maintenant. Et puis pendant 3 mois, non, je suis resté 5 mois chez Chrono Suisse. J'étais vraiment dans une partie très intéressante de sa vie. C'est là en fait où il était vraiment sur le point de vendre sa société. Pour ceux qui connaissent pas, ils font quoi, Chrono Suisse? Chrono Suisse, c'est une marque de montre qui est née après la crise du quartz. Donc Gerd Rüdiger-Lang, c'était donc on va vraiment dans l'historique un peu de l'horlogerie suisse. Mais pendant la crise du quartz, c'était une crise qui était invraisemblable pour la Suisse. Il y a beaucoup de licenciements et lui, il était responsable des ateliers Heuer. Donc c'était même pas Tag Heuer, c'était Heuer. Et on n'a pas pu le payer. Donc il est parti avec des mouvements et il est retourné chez lui à Munich. Et en 1985, depuis son garage, il a lancé Chrono Suisse, une marque de montres. Et il a inventé beaucoup de choses, beaucoup de complications. C'est un horloger vraiment fantastique qui est reconnu de l'industrie. Et donc moi j'arrive à ce moment-là, j'ai à peu près 21 ans et je découvre voilà comment il va vendre sa société et je me rappelle très bien et maintenant je peux en parler parce que je pense qu'à l'époque c'était encore un peu confidentiel, mais quand il a vendu sa société, il l'a vendu aux alentours de 85 millions de francs suisses à une famille suisse parce qu'il voulait vraiment que en tout cas elle reste en main suisse par exemple, mais il avait des offres mais vraiment beaucoup plus élevées du continent asiatique et moi j'ai vraiment vu ça de mes propres yeux et lui il était là ouais non mais moi c'est mes convictions personnelles, j'ai pas besoin de faire forcément de cet argent, moi ce qui m'importe c'est vraiment qu'il y ait une continuité. Alors on a compris que tu avais depuis très très longtemps l'envie de créer une marque de montre, mais quand t'es venu l'envie de créer une montre ou une marque à impact? Ça c'est une très bonne question. À 14 ans, on n'avait pas cette idée. Hein. Je pense qu'il faut être transparent là-dessus. On se posait pas du tout. On était plutôt sur la personnalisation. Et elle est venue en 2 temps. Le premier temps, c'est que j'ai travaillé pour Coca-Cola. Et chez Coca-Cola, j'ai vraiment eu un peu ce manque de sens aussi qui est venu assez rapidement. Voilà, j'ai démissionné, je crois, à 30 ans. Dans l'année de mes 30 ans, c'était un peu ma crise de trentenaire. Mais c'est aussi un peu ce sens d'impact. Quel est mon impact au quotidien? Et puis chez Coca-Cola, finalement, j'étais mesuré sur les transactions digitales. Vraiment, ça c'était... Et j'essayais vraiment de mettre en place certaines choses, mais ça, voilà, c'était pas vraiment... voilà, il y avait les dividendes, on est coté en bourse et ça se passe comme ça. Et puis... oui, tu peux parler, c'est nice. On va le mettre dans ton pool un peu spécial. Et c'est pas lié au bonus et tout, mais tu peux le faire. C'est sympa. C'est un peu l'impression qu'on me donnait. Alors que moi, j'étais là, non, mais il faut qu'on attache plus d'importance à ça. Et du coup, sur certaines de mes vacances aussi, j'ai pris beaucoup de temps où j'allais, notamment au Brésil, être volontaire pour des ONG qui travaillent la gastronomie sociale. C'est une de mes passions. Comment est-ce qu'à travers la gastronomie, on peut avoir un impact social et solidaire. Et le luxe aussi, hein, qu'on se dise finalement d'être à une table. On l'oublie régulièrement, mais de manger avec dignité, cette dignité humaine. Donc ça, c'est vraiment une ONG qui s'appelle Gastromotiva. Et j'ai fait beaucoup de vidéos pour eux. J'essaie voilà, de redonner. Et je me suis toujours posé un peu la question sur mais pourquoi est-ce qu'on a autant de cerveaux qui sortent d'HEC Saint-Gall, qui sont à Dietlikon, à Zurich, en train de faire des équations de maths pour vendre encore plus de Coca-Cola. Et d'un côté, on a une ONG qui est complètement désorganisée ou qui pourrait bénéficier en fait de cerveaux comme ça. Donc je me suis dit voilà, il y a quelque chose qui joue pas. Et donc cet impact-là. Et dans un deuxième temps, il est aussi venu avec le 3e cofondateur, Singal, qui quand on a rencontré avec Cédric, on avait plein d'idées. On avait une liste d'idées.
Et Singal est un peu plus âgé que nous. Et il a cette maturité de dire, OK, les gars, on y va, mais pour moi, ça va être l'impact. Et puis, en fait, nous, on était là, OK, d'accord. Et on y va. Et puis, et de plus en plus, moi, de mon côté, qui est très, très dirigé par une curiosité extrême, je dirais, je suis allé un peu, voilà, gratter. Et puis, on a découvert aussi un peu l'économie circulaire. J'ai envie de dire, moi, j'ai fait une formation en sortant aussi. C'était l'idée aussi d'amener quelque chose de différent et de combiner, je dis toujours, combiner l'économie circulaire avec l'industrie du luxe. Quelque chose qu'on imagine, parce que un produit de luxe, là on va rentrer un peu sur Idée Genève, mais est déjà très circulaire. En fait, on va pas jeter une montre en fin de vie, mais c'est comment est-ce qu'on va plus loin que le produit, comment est-ce qu'on va aussi sur les matériaux et surtout, sur le changement du narratif du luxe. Moi, je pense que c'est là que le travail d'Idée Genève, il prend tout son sens. Et idée, ça vient du terme d'identité. C'est ça vraiment qu'on propose aujourd'hui. Je pense que chaque fois que je parle à vraiment des partenaires commerciaux, ils me disent, mais en fait, vous n'êtes pas là pour vraiment vendre des montres. Et puis, je leur dis, j'adore, vous avez compris. Mais tu leur dis quoi aux gens pour les convaincre alors? Moi, je pense que, justement, je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité, mais comme dans toutes les autres industries, d'avoir des nouveaux venus qui redéfinissent un tout petit peu, qui ont cette possibilité-là, en fait. Parce que nous, on est des enfants du Swissmade, mais chaque marque Swissmade a un héritage. C'est pas une marque Swissmade qui a moins de 50 ans aujourd'hui. Alors, peut-être, elle se compte sur les doigts d'une main. Il y a Richard Mille qui est dans les années 2000. Mais il y a très, très peu de marques qui arrivent à faire cette place, parce que voilà, c'est dur. Mais, voilà, il y a ce besoin, en fait, pour pouvoir accélérer une transition, d'avoir ces nouveaux venus. Parce qu'avec ces nouveaux venus, il y a des nouveaux narratifs. Et c'est quoi le narratif alors d'Idée Genève? Un petit pitch. Ouais, un petit pitch. Alors, je vous propose quelque chose d'interactif. Si je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer justement qu'est-ce que le Swissmade pour vous aujourd'hui, top of mind, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Allez-y. Perfection. Précision. Luxe. Qualité. Haut de gamme. Très bien. Montagne. J'adore les petites montagnes. Donc gardez les yeux fermés maintenant, c'est vraiment de vous dire, j'ai envie de vous reposer cette question dans 5 à 10 ans. Je vous fais le pari que dans 5 à 10 ans, on se revoit, je vous pose la question. Et j'ai envie que vous ajoutiez à tout ça. Donc j'ai pas envie de remplacer, mais j'ai envie d'ajouter les mots suivants. Économie circulaire, transition écologique, éco-innovation. Grâce au travail d'Idée Genève, c'est ce que vous allez voir justement s'implémenter dans le Swissmade. Et ça, voilà, en quelques secondes, vous avez notre vision. Vous pouvez rouvrir les yeux et de vous dire ça, c'est vraiment la direction qu'on souhaite pour l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, notre sweet spot, comme j'aime le dire, c'est vraiment qu'on est une industrie où on a des faibles volumes, mais on a des hauts standards de qualité. Et en fait, on a une puissance du Swissmade. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que, il y a une statistique qui m'impressionne toujours. 95% des montres vendues au-dessus de 1000 francs suisses sont Swissmade dans le monde entier. 9 montres au-dessus de 1000 francs, 1000 dollars, sont Swissmade. C'est-à-dire vraiment, les gens, et 9 montres sur 10, quoi. Donc c'est vraiment une hégémonie, j'appelle ça. Mais ça nous donne aussi une responsabilité, parce qu'on parle au top 1%. On s'adresse à eux avec nos montres. Et nous, au marché Idée Genève, on veut s'adresser à eux en leur disant, bah voilà, aujourd'hui, venez acheter une Idée Genève, mais c'est pour aussi soutenir tout cet écosystème d'innovation derrière, d'éco-innovation. Moi, j'appelle ça donc, les héros du climat, les solutions pour le climat, de vraiment pouvoir les porter au poignet, de les valider et finalement d'utiliser toute cette force de reconnaissance du Swissmade et de le mettre au service de la transition. Ça, c'est Idée Genève. Et ça, c'est vraiment Idée Genève pour les années à venir. Mais alors, raconte-nous, parce que tu as ton pote d'enfance qui fait cet apprentissage en horlogerie. Toi, tu fais ça. Vous rencontrez Singa, vous dites, bah tiens, on va faire cette marque de montre et puis on va un petit peu changer tout ça. Et là, il se passe quoi? Alors ça, c'est donc 2019. Hein. Donc, je fais le choix aussi de démissionner. Vraiment, c'est un choix très conscient. Je me rappelle vraiment de ce moment. Il y a des moments qui restent un peu ancrés en tête où voilà, je signe ma lettre de démission, je la pose sur la table. Et j'ai aussi la chance d'avoir une mentor. C'est la personne qui m'a recruté chez Coca-Cola. C'est pour ça que je suis allé chez Coca-Cola.
c'est la personne qui m'a développé sur 18 mois. Elle s'appelle Christine. Et là, à ce moment-là, Christine, donc, au bout de quelques mois, elle savait que j'allais retourner dans les montres. J'étais plus fort que moi, je lui ai dit. Et sa réaction était incroyable parce qu'elle était vraiment soutenante, hein, plutôt que se dire, en fait, ah mince, il va pas rester chez Coca-Cola. Elle avait ce côté humain de dire, mais en fait, c'est génial. Comment est-ce que je peux t'aider? Et à ce moment-là, elle me dit, fais pas de plan B. Retourne à Genève et vas-y à 100%. Et ça, c'était vraiment on avait même ce hashtag à l'époque, no plan B. Parce que justement, voilà, moi j'avais vraiment envie de me lancer avec tout, pas forcément retrouver un travail, de commencer à 50%, et puis c'est toujours un peu tricky. Alors, donc ça c'est vraiment ce qui s'est passé en 2019, et puis j'ai rejoint un Singal d'abord. On a fait vraiment le tour on a fait tout un mapping de l'écosystème et on allait à la rencontre de chacun de ces stakeholders. De l'écosystème des montres ou de l'écosystème de l'impact? Des montres vraiment de l'horlogerie suisse, l'industrie horlogère, mais avec des classes d'impact, justement, de vous dire, mais voilà, quelles sont les opportunités. Aujourd'hui, tous les rapports qu'on cite sur notre présentation, c'est des rapports de Deloitte ou de VVF. Vraiment, on aime bien parler d'opportunités. Une statistique aussi qui est intéressante sur le critère d'achat. Le critère d'achat, on voit que d'ici 2028, le deuxième critère d'achat sera le développement durable. Toujours le brand equity, donc la marque qui restera le numéro 1. Mais on voit une évolution quand même de ce critère. Et ça, pas uniquement en Europe, contrairement à ce qu'on pense, mais vraiment d'une manière globale. On a aussi vraiment des opportunités. Aujourd'hui, VVF dit très clairement, les marques suisses sont opaques, ne souhaitent pas communiquer. Pour nous, c'est une occasion de se dire, en fait, on va communiquer. Vous allez sur notre site web, vous avez une transparence, vous avez ici une carte géographique avec tous nos fournisseurs, parce qu'on a envie de mettre en avant justement un Swissmade qui est transparent et où chaque franc suisse va revenir dans une économie locale. Et je pense que ça, on l'a vu encore plus. Alors notre projet a commencé avant le Covid. Vraiment, on n'a rien à voir avec le Covid, hein, si jamais, parce qu'on a beaucoup cette question. Est-ce que vous êtes lancé après le Covid avec... Non, on avait commencé avant. Mais maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même assez générale sur le fait que une économie circulaire peut être, et ça c'est des mots de l'Office de l'environnement fédéral, qui dit qu'une pandémie peut être un pansement aussi. L'économie circulaire peut être un pansement lors de pandémies, justement parce qu'il peut apporter vraiment des ressources vraiment très proches, sans aller voyager, et on va avoir cette globalisation. Elles en pensent quoi, les autres marques, de votre transparence par rapport à eux? Je pense que le concept de transparence, c'est quelque chose qui est vraiment dans une transition. Je pense qu'aujourd'hui, certaines marques ont encore le curseur sur l'ancienne identité du luxe, qui est vraiment le pilier du mystique. C'est le pilier il y a un horloger quelque part dans le monde qui a travaillé cette montre. Et en fait, finalement, moi je pense que ça va vraiment plutôt venir des consommateurs vraiment qui vont demander ces informations. Et de manière générale, l'industrie va devoir bouger son curseur de mystique à plus de transparence. Est-ce que tu penses que déjà aujourd'hui, les autres marques de montres vous les bousculez déjà, ou pour eux c'est trop petit, c'est encore quelqu'un qui vient, et on va voir ce qui va se passer sur les 4 ou 5 prochaines années, et puis on avisera? Avec beaucoup d'humilité aussi, je pense qu'on est encore beaucoup trop petit. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette industrie. Malgré tout, il y a quand même cette force symbolique, en fait, que ce soit une montre. Encore une fois, pareil, je parlais avant des solutions pour le climat. C'est pas en mettant une solution sur le climat qu'on va changer le monde, au poignet qu'on va changer le monde, mais c'est cette force symbolique d'être au poignet, cette force symbolique d'être basée à idée. Genève, on a posé le Genève à côté d'idée. Mais Genève, c'est une des capitales, je vais pas lancer le débat, mais c'est une des capitales horlogères, finalement, mondiales. Et oui, je pense qu'on veut, en tout cas, pouvoir influencer ça. Maintenant, bien sûr, on a beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, on a 3 ans. On est content d'être 3 ans, d'avoir 3 ans et d'exister encore. Et c'est un privilège d'être là. C'est un privilège chaque fois de vraiment passer chaque jour
à travailler sur ce projet qui nous tient à cœur. On dit toujours qu'on porte nos convictions personnelles au poignet avant tout, et je pense que j'espère en tout cas qu'on peut inspirer à notre échelle quelques marques à repenser un tout petit peu le modèle. En tout cas, sur la transparence, ça, c'est une première étape. Et moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'aspect, j'ai envie de dire jusqu'au boutiste, de votre démarche. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer donc par rapport à, les différents impacts que vous avez que ce soit au niveau des mouvements, au niveau du bracelet, au niveau du packaging, etc. Et puis quels ont été à quel moment vous vous êtes dit, tiens, oui, il faut quand même faire un compromis ou pas? Alors on essaie de pas faire, on ne fait pas de compromis. Je pense que l'idée c'est d'avoir donc dans cette nouvelle identité du luxe un luxe au moindre impact. Je pense qu'on veut le rendre moins toxique. Aujourd'hui, on est la première marque suisse aussi à être certifiée B Corp. C'est une fierté. Je le compare souvent un peu à la première montre sur la Lune en 1969, Omega. Là, on est la première marque, justement, ça restera dans l'histoire comme la première marque horlogère B Corp. Et c'est une fierté parce que pour nous, voilà, depuis le dépôt de la marque, depuis le dépôt de la société en juin 2020, on avait mis déjà ça dans les statuts. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On voulait vraiment arriver à cette certification. Mais ça, c'est une partie, bien sûr. Je pense qu'on va même plus loin. Maintenant, en termes de produits, on essaie justement de rendre ça moins toxique. On n'utilise pas de diamants miniers ni d'or minier. Mais justement, on essaie de changer ce narratif. Et en changeant ce narratif, justement, on se concentre là sur des déchets, vous savez, ces déchets d'usine, d'usinage. Le boîtier, exactement. Il est fait à partir de 100% de déchets recyclés, 44-41. Et on l'a mis même sur la table ici. C'est pour nous, c'est vraiment la traçabilité ultime finalement que de l'avoir vraiment sous les yeux. Là, on travaille avec une déchetterie dans le canton du Jura, chez Precycling. Et c'est un peu ça, c'est vraiment, on en parle comme si c'était le nouvel or du Jura. C'est vraiment, c'est ce changement de narratif. On a vraiment même derrière à poser ce symbole 44-41, acier 100% recyclé, mais aussi un acier 44-41, c'est la Rolls-Royce de l'acier inoxydable. On est vraiment sur une qualité d'acier la plus haute. Et du coup, avec Panater dans le Jura, on a vraiment mis en place un pilote où il y a une quarantaine d'entreprises où on récupérait ces déchets qui sont actifs principalement dans le domaine médical et horloger. Et on a créé cette filière de recyclage pour le 44-41 et on l'a mis en place sur une première collection. C'était déjà compliqué à trouver ce genre d'endroits de matières, ces matériaux, c'est compliqué? Oui, je pense que c'est la globalisation a fait que, par exemple, sur l'industrie métallurgique, on est sur vraiment des usines qui font des coulées de 14 minutes pour 60 tonnes et qui sont pas forcément adaptées à l'industrie horlogère où vraiment au final on lui demande c'est 80 grammes d'acier et c'est vraiment comment on retrouve un peu plus de logique. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec l'industrie et des fois c'est très dur, on est vraiment tout de suite collé sur non mais nous c'est comme ça qu'on fait. Et voilà, comment est-ce qu'on arrive à changer finalement? Et puis moi, je dis toujours trouver vraiment ces front-runners, c'est vraiment ces personnes avant-gardistes. Et souvent, il faut trouver une personne qui est d'accord de changer la manière de faire. C'est moins compliqué qu'on y pense en fait. C'est vraiment trouver cette personne qui nous fait confiance, qui est au début, je pense au début, quand ils nous voyaient arriver... J'étais chez Coca-Cola à Zurich et puis ils nous voyaient débarquer en 2019, c'était pas facile, c'était là non mais qu'est-ce que vous voulez et puis on a vu cette industrie un peu vraiment tourner. Maintenant c'est vraiment on est contacté par des startups qui veulent faire une collaboration avec une marque Swiss made qui veulent utiliser cette force, cette vitrine pour vraiment avoir de la traction sur leur innovation. Et aussi des fournisseurs horlogers suisses qui nous contactent et qui disent non mais regardez on a ça en fait, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Parce qu'une de nos premières questions quand on arrivait vers ces fournisseurs qui était un peu folle, mais j'encourage les gens à avoir ce genre de discussion, c'est qu'est-ce que vous avez en stock qu'on peut réutiliser aujourd'hui? En stock ou comme déchet? Moi je préfère le stock parce que en fait j'ai vu des montagnes et des montagnes de stock. Je pense dans le Jura il y a tellement à faire encore rien qu'avec ça, que même pas s'intéresser aux déchets, parce que le déchet c'est vraiment sur une production, c'est des déchets de production, mais le stock c'est vraiment quelque chose qui est en fait juste là, qui est ils se disent non, qui dort. Ouais,
dort. Et on en a trouvé beaucoup. Ils disaient, rien que les masses, par exemple, les masses, on disait, mais il y a des stocks de masse où on disait, bah là, cette marque-là. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, une masse, c'est quoi? Une masse, c'est la masse oscillante derrière qui va remonter le mouvement mécanique. Et il faut savoir que certains producteurs de masse, bah, le jour où la marque décide de changer de couleur du logo ou un petit changement dans la collection, son stock il vaut 0, quoi. Exact, elle se retrouve finalement avec un stock et elle le garde parce qu'on sait jamais. Peut-être la marque un jour va revenir à cette couleur, mais ils en produisent plus que ce que la marque demande. Ils ont toujours un stock comme ça pour aller livrer. Et en fait, il y en a beaucoup de ce stock-là, et puis on s'est dit, mais voilà, en fait, on veut absolument que vous utilisiez ça, et on va squelettiser ça, on va enlever la marque précédente, donc toutes nos masses, par exemple, ont eu une autre vie avec une autre marque gravée dessus, puis qu'on est venu vraiment squelettiser pour enlever la marque et apposer notre marque par-dessus. Mais c'est voilà, tout ce qu'on peut remettre en circulation, on va le faire, que ce soit au niveau des mouvements, au niveau de l'acier, et sur les bracelets, c'est là où c'est très intéressant. On est vraiment venu là sur l'éco-innovation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éco-innovation? Ça veut dire c'est un terme qui, en fait, j'espère que dans 5 à 10 ans, on parlera juste d'innovation, mais aujourd'hui, on est obligé d'apposer le mot éco. Mais c'est vraiment se dire, mais voilà, quelles alternatives on peut trouver, sans forcément, justement, on veut pas du tout juger. Nous, on n'est pas vegan. Avec Cédric, on mange de la viande. Mais on est des gens du terroir. On aime bien le port de Jussy, par exemple. Voilà, on aime bien avoir vraiment une bonne qualité de viande, savoir aussi cette traçabilité. Et là, on s'est juste dit, quand même aujourd'hui, notre rôle par rapport à l'industrie du cuir, c'est de trouver des alternatives, et c'est d'être à l'avant-garde de cette circularité, vraiment d'arriver avec des matières innovantes. On est arrivé au tout début du lancement du projet avec VGA, qui est en Italie, qui utilisait le marc de vin. Donc post-vinification, vraiment les peaux de raisin qu'on a là aussi, qu'on vient après broyer. Il y avait un petit peu de PU dessus. Et ensuite, on est arrivé avec la deuxième option, et ça, récemment, je suis allé à Londres leur rendre visite, Trikine, qui fait une version à partir de déchets végétaux des parcs londoniens. Donc quelque chose vraiment assez impressionnant. Et ici, la nouveauté de cet été, on travaille le chanvre. Le chanvre qui est aussi une matière super bien. On a même fait aussi des petits logos qui parlent d'eux-mêmes. Et aussi la dernière nouveauté, c'est vraiment ce bracelet. On est très fiers avec Nisia, où on a une traçabilité cette fois-ci jusqu'au château, jusqu'au domaine, où ici c'est le château Beaucastel, château neuf du Pape, qui est un très très beau domaine. On est sur le millésime 2021. Et donc vous avez vraiment ce parallèle aussi avec cette traçabilité, encore une fois. Tout ça coûte plus cher quand même. D'inclure, je dirais, toutes ces... on pourrait parler de contraintes, j'aime pas ce mot, mais tu vois, comment vous gérez ça? Comment vous arbitrez ces enjeux financiers? C'est sûr que après, en termes de coût de matière, je pense pas que c'est là où c'est vraiment le double ou le triple. Je pense qu'il y a un petit delta, c'est sûr. Vous avez comparé ou vous vous êtes jamais dit non, mais de toute façon, on veut faire ça, on fera rien d'autre? On a comparé, mais comme tu l'as dit, c'est plus sur les ressources qu'on alloue en termes de temps. Je pense qu'il était très compliqué pour nous, et surtout aussi de comment est-ce qu'on calcule ça. Aujourd'hui, on avait fait un ACV avec Palantir sur l'acier avec Quantis pour arriver sur un acier ACV, analyse de cycle de vie, pour arriver à un acier 100% recyclé, donc qui est à peu près un impact 10 fois plus faible que le standard de l'industrie, et un acier solaire qui est 165 fois plus faible. Et je pense que c'est ça qui est aussi dur pour les startups, c'est d'avoir vraiment accès à la donnée, à la data. Là, on est en plein travail d'analyse de cycle de vie sur le produit, vraiment sur toute la collection, sur comment est-ce qu'on peut le comparer avec une montre conventionnelle en acier et une montre conventionnelle en or. Là, on a vu, par exemple, par rapport à une montre conventionnelle en or, on a une empreinte carbone 99,7% plus faible. Donc, on est vraiment... on est en train vraiment de mettre en place aussi ça. Il y a notre impact report qui va sortir en début de l'année,
prochaine. Donc, on est vraiment en train de travailler sur comment est-ce qu'on va communiquer ça. Et ça, vous le faites parce que vous avez besoin de légitimer, parce que c'est pour vous, c'est pour encore apprendre et comprendre plus de choses. C'est quoi le but de la démarche de faire ça? Le but de la démarche, c'est vraiment, encore une fois, d'être transparent aussi là-dessus. Je pense que c'est aussi un chemin, c'est un journey, je sais pas, un voyage, voilà, vers plus de circularité. On n'arrivera jamais à une circularité à 100%, mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que aujourd'hui, je sois sûr que dans 5 ans, je suis plus circulaire qu'aujourd'hui, en tout cas, pour éviter en tout cas d'aller dans le bon sens. Et donc, pour être sûr, il faut mesurer. Exactement. Donc aujourd'hui, tu as validé un peu le concept, il est complètement validé. Maintenant, est-ce que tu parlais de data, est-ce que tu connais tous les gens qui ont acheté tes montres? Est-ce que tu as des feedbacks qui viennent de leur part pour pouvoir aussi améliorer? Évidemment, quand tu es dans l'innovation, des nouveaux bracelets, des nouvelles techniques avec de nouveaux matériaux, on sait comment, enfin, on a une idée de comment ça va réagir, mais après, concrètement, peut-être qu'il peut y avoir des changements à faire. Comment tu fais? C'est un bon point. Moi, j'essaie de rester vraiment au plus proche. Ça, c'est vraiment mon côté un peu marketing, mais au tout début, quand on faisait une vente e-commerce, je faisais directement un call découverte. J'appelais ça minimum une demi-heure à 1 heure avec le client pour vraiment justement comprendre pourquoi il a acheté, qu'est-ce qu'il en pense, et aussi des calls follow-up 6 mois après ou 12 mois après. Je me mettais des reminders. C'est devenu un peu plus compliqué avec l'annonce qu'on a fait l'année passée. Mais j'essaie de rester au plus proche et bien sûr on a chaque fois des points d'amélioration. Je pense que par contre je suis très content d'avoir Cédric dans l'équipe parce que lui c'est un horloger qualité. Je l'appelle notre Chief Quality Officer qui a vraiment fait 10 ans chez Vacheron Constantin, qui vraiment s'est spécialisé sur la qualité. Et on fait tous des tests qualité, bien sûr, avant de sortir ces matières. On les teste. Tu pourrais nous faire un retour des premiers acheteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Dans les early adopters, on a eu beaucoup d'investisseurs derrière. Donc, je suis très content, finalement. C'est-à-dire qu'ils sont très contents parce qu'ils ont vraiment voulu investir. Je pense que il y a un point qui est intéressant. C'est que sur l'acte d'achat, vraiment, de notre communauté, c'est pas forcément celle qui va dire mais je vais acheter parce que c'est durable, parce que ils achètent d'abord un esthétique. Une esthétique, c'est vraiment ce luxe, c'est ce design. Par contre, après, en termes de qu'est-ce que ça veut dire vers l'extérieur, ils sont très fiers de le porter parce que justement ils portent une nouvelle économie au poignet, plus qu'un statut vraiment ou qui pourrait être vraiment assimilé aux autres mondes de luxe. Donc là, on a une particularité des Genève qui est vraiment sur ce marqueur environnemental. Et ça, je l'entends vraiment beaucoup de ces personnes-là qui achètent. C'est des personnes qui travaillent, qui sont souvent entrepreneurs, qui achètent aussi des produits qui sont souvent à l'avant-garde. Et l'importance de l'éco-innovation. Finalement, en fait, l'être humain, il reste sur, voilà, j'ai inventé le feu et j'adore le feu. Et là, ils sont là, j'ai un bracelet en marc de vin et j'ai cette histoire, j'ai cette traçabilité. Et c'est vraiment important, finalement. On voit beaucoup plus sur l'éco-innovation, sur le côté innovant. Et ça, c'est quelque chose qui est un critère d'achat, vraiment. Et on le voit sur nos early adopters. Et comme j'ai dit, ça c'est quelque chose que j'encourage aussi, c'est souvent les meilleurs investisseurs parce qu'ils étaient là au début et ils ont apprécié le produit avant tout le monde et ils croient aussi beaucoup en la vision et le fait que dans 15-20 ans, s'ils ont investi, c'est parce qu'ils pensent que ça deviendra ce qui est niche aujourd'hui pourra devenir aussi un peu la norme à l'avenir. Tu parlais d'investisseurs, évidemment. Tu as Idée Genève a un peu défrayé la chronique avec un investisseur de renommée. Pour toi, c'était important d'avoir un investisseur qui avait un impact aussi important ou c'est un hasard et c'est venu comme ça? Et pour ceux qui seraient passés à côté, tu peux nous dire qui c'est? Ouais, bien sûr. Alors, on a eu la chance en 2023 d'accueillir Leonardo DiCaprio dans notre levée de fonds. Il y a eu une interview dans le New York Times en novembre 2021 et la journaliste me demande voilà, vous avez un petit momentum en Suisse après le lancement. Quelles sont un peu les étapes que vous voyez à l'avenir? Quels sont un peu vos plus grands rêves? Et là, je réponds assez cash, mais j'étais assez sûr de notre vision commune dans l'équipe. Et je dis, on aimerait travailler avec quelqu'un comme Leonardo DiCaprio d'ici 3 ans. Et c'était tellement clair qu'elle était là. Ok. Et j'ai d'ailleurs revu hier cette journaliste. On a pris une photo avec l'article que j'ai encadré là-bas où il y a une signature de Leonardo et à ce moment-là elle me dit mais
c'est incroyable, c'est génial. Et avant qu'on aille plus loin, je lui explique pourquoi c'est 3 ans finalement. Et là, on est en 2021, rapport du GIEC. Le GIEC qui nous dit la transformation, les leviers de transformation, et je pense qu'ils nous diront pareil aujourd'hui, mais sont les plus importants de 3 à 5 ans. Je répète ça, mais c'est vraiment le plus important en fait finalement de l'histoire. C'est que le changement maintenant, il est beaucoup plus important que le changement dans 10 ans ou dans 25 ans. Quand on me demande pourquoi, est-ce que tu veux établir la marque à 25 ans? Je leur dis non, moi je veux l'établir dans 5 à 10 ans au niveau global. C'est pas forcément parce qu'on a une ambition forcément d'avoir cette marque au niveau mondial, mais moi je dis toujours c'est plus pour porter cette alternative et de rendre disponible cette alternative en fait au niveau global. Notamment du Swissmade dont on a parlé avant. Ouais. Et donc là, elle transforme un tout petit peu cette phrase et elle dit Nicholas Freudiger says he wants to work with Leo DiCaprio within 3 years' time. Puis voilà, je lis l'article par la suite et je me dis bon bah c'est super. Une bouteille à la mer. Exact. Et puis je me dis mais voilà, la vie vous donne des citrons, il faut en faire quelque chose. Et puis de toute manière, nous on avait prévu une levée de fonds. C'est ça aussi, je dis toujours un peu au lancement du crowdfunding en décembre 2020, on a déjà cette vision de lever des fonds. Et donc je commence ma levée de fonds et je me dis j'ai envie de parler avec son équipe, en tout cas d'arriver à parler avec son équipe une fois. Et puis voilà, avec beaucoup de travail, beaucoup de sueur, de résilience et de travail, j'arrive vraiment à leur pitcher l'idée Genève. Et coup de foudre réciproque, on discute. Et je crois qu'au bout du deuxième meeting, vraiment, on était vraiment très, très sûr qu'on allait faire quelque chose ensemble. Après, voilà, c'est beaucoup de travail de due diligence. Et puis, on a signé le contrat ensuite, je crois 9 ou 12 mois après. Et puis, on l'a annoncé en octobre 2023. Donc, un an d'avance, quand même, sur l'agenda que je m'étais fixé. Donc, c'est pas mal comme entrepreneur d'atteindre ces milestones. On sait que on est d'accord. C'est toujours compliqué, là, 1 an d'avance sur les 3 ans. Donc là, il y a cette levée de fonds. Ok, mais moi j'aimerais qu'on revienne avant, parce que vous avez fait cette marque de montre, vous avez fait tout ça en fonds propres, mais aussi déjà avec cette notion de communauté. Les premières montres, vous les avez vendues comment ? Justement, c'est un bon point. On a fait du financement participatif. On s'est dit, voilà, en décembre 2020, on a lancé le 1er décembre, deuxième vague Covid, on ne sait pas vraiment où on va, mais on s'est dit, allez, on y va, on lance. Et c'est aussi un projet de se dire, voilà, est-ce que finalement les gens veulent de cette identité du luxe, de cette nouvelle identité du luxe. On voulait tester ça, moins de 48 heures, on finance les 100% de la campagne. Parce que vous n'aviez pas les fonds pour fabriquer. Non, pas du tout. Alors, la première collection, celle que vous vendez sur... Circular One. Ouais. Vous en avez fait combien ? On en a lancé 300 en production. Mais vous les avez d'abord vendus et ensuite vous les avez produites. Exactement. Alors une bonne partie, on a vendu 175 montres sur la campagne de crowdfunding pour au total environ 430 000 francs de chiffre d'affaires à ce moment-là, sur 1 mois qu'on a fait. Et finalement, ça nous a permis de nous lancer parce que c'est vrai qu'on est auto-investisseur du projet. Moi, j'ai vendu mes stock options Coca-Cola je les ai mis dans mon projet. Et donc du coup on a fait 10 prototypes, je me rappelle très bien, on avait 10 prototypes et ils circulaient entre Genève, Lausanne, Berne, Zurich. Le Covid a fait qu'on s'est vraiment focalisé sur le marché suisse, quoi. C'était vraiment mais c'était très bien, c'était très très bien comme ça en fait, parce que je pense qu'on a eu ce succès local avant d'avoir un succès international. Je pense que c'est quelque chose que je recommande finalement aux gens, de think small, start small. Oui, puis une façon de tester le marché, un peu de voir la réaction d'un public qui connaît bien la montre, enfin qui est né avec cette culture de la montre de luxe. Et donc avec ce crowdfunding, au-delà des plus de 400 000 francs de cash que ça vous a ramené, qu'est-ce que ça vous a amené d'autre ? Vous avez appris quoi ? On s'est dit, déjà on a lancé la marque, c'était notre premier succès. On s'est dit, voilà, on existe en tant que marque, ça c'était très précieux parce que justement on voulait vraiment s'assurer d'y aller avec une communauté et ensuite d'avoir vraiment cette communauté d'avant-garde, ces membres fondateurs. On a 175 membres fondateurs qui ont participé vraiment à rendre possible cette marque. On les oublie jamais, ils sont très présents. On a beaucoup d'événements en communauté et ça nous a permis vraiment aussi d'avoir vraiment beaucoup de feedback.
Je pense que avec Cédric, en plus, qui a ouvert un bar au moment, à cette époque-là, c'était des groupes de 5 personnes qu'on pouvait recevoir au maximum. Et en fait, on avait chaque fois la chance, vraiment chaque 45 minutes, on tournait. Et puis d'avoir des discussions et des feedbacks en fait très pertinents de ces groupes de personnes. Ils sont durs à entendre, ces feedbacks, ou feedback is a give dans tous les cas, et puis voilà. Nous, justement, on a un mindset, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail dur. Je pense que ça, c'est vraiment le mindset chez ID Genève. Du coup, voilà, on se donne toujours à 100% sur n'importe quel rendez-vous, sur n'importe quelle personne qu'on a en face de nous. Et on a eu vraiment des très très belles surprises, vraiment beaucoup de sympathie. Je pense qu'on a aussi cette chance. Voilà, je pense que les gens veulent soutenir quand même des indépendants qui se lancent, c'est assez fou. Quand je dis toujours cette phrase quand je commence aussi, on me dit, mais au tout début, il y a quand même beaucoup de monde qui m'ont dit, ah, t'es un peu fou quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de marques suisses. Mais maintenant, ils sont là, ah, ok, mais je comprends maintenant, ok. Mais au tout début, c'est quand même un peu de se dire, non, mais vous êtes sûrs de vous, les gars? Et je pense que des fois, il y a vraiment, voilà, cet instinct, cette intuition, qu'on doit suivre. On était persuadés, et aujourd'hui on n'a pas encore, on n'y est pas encore, hein, mais en tout cas on a déjà fait des étapes suffisamment importantes pour se dire, en fait voilà, on est déjà content que tout ça reste dans... Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, parce que moi j'ai eu la chance de vous rencontrer plus ou moins à cette période-là. Il y a cette vision que vous avez, il y a cette première collection qui sort. Moi, j'aimerais que tu nous parles des autres objectifs que vous aviez. Tu as parlé tout à l'heure d'un article c'est New York Times? Ouais, New York Times. Dans l'article-là, Leonardo DiCaprio, moi, quand on se rencontre à cette époque-là, c'est ce que tu me dis, en fait. Tu me dis, nous, voilà ce qu'on va faire. On va onboarder DiCaprio dans les investisseurs, on va avoir un article dans le New York Times. Je suis comme tous les autres, je me dis, ok. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment tu passes de cette vision à quelque part, c'est des objectifs en fait à atteindre? Si je me rappelle bien, il y avait aussi TTC qu'on a fait aussi. Absolument, il y avait aussi un TTC. Non, moi je suis un partisan de vraiment dire et encore une fois toujours avec de l'humilité, mais c'est vraiment quand on parle d'impact, il faut être encore plus ambitieux que le statu quo. Il faut imaginer chez Coca-Cola déjà vraiment les ambitions qu'ils ont chaque année sur le revenu, le volume. Et on se dit, mais nous, en fait, on devrait avoir le triple. Déjà, je dis toujours ça à l'équipe, vraiment, pour dire, mais voilà. C'est quand on a ce devoir d'avoir plus d'ambition quand on parle d'impact. Parce que plus d'ambition, ça veut dire plus d'impact. Ouais, exactement. Et puis, surtout, si on essaie d'avoir cet impact positif, que ce soit sur la société, l'environnement, il faut vraiment qu'on se donne les armes pour. Et puis en plus, il y a une histoire de le faire vite, si j'ai bien compris. Donc, pour faire vite, il faut que tout s'accélère, quoi. Exactement. Et puis moi, j'aime bien vocaliser ça. Ils me connaissent dans l'équipe un peu où je pousse un peu pour justement qu'on ait cette ambition. Mais ça veut pas dire de le faire non plus vite. Je pense on veut le faire bien. Voilà, moi je dis toujours aussi à des investisseurs US qu'on a, je leur dis, if you do it well, you do it once. pas du tout l'archétype de je crache 10 sociétés avant d'arriver à une société parfaite. Je pense que nous, on est juste, on va le faire une fois dans notre vie, mais on va le faire bien. Tu restes sur ton plan A. Exact. Et puis après, voilà, ce plan A, je le découpe en beaucoup de parties. Je vais du plan A au B, de B à C, de C à D, de D à E. Parce que justement, des succès, ils se construisent justement sur cette résilience. Il n'y a pas d'overnight success. Il n'y a pas genre du jour au lendemain, le New York Times vient nous voir. Il y a vraiment que on se met en position, on se met dans cette possibilité-là. On travaille des partenariats, on travaille des collaborations, on travaille beaucoup en interne, des designs, des stratégies, de la vente, etc. Et c'est tout ça qui lead finalement ça. Mais c'est important quand même d'avoir cette direction, ses objectifs, c'est un peu ses rêves, et puis ensuite de les atteindre. La différence entre objectif et rêve, tu la différencies comment? J'ai pas vraiment de taxonomie particulière là-dessus. Vraiment, je pense que moi j'ai des rêves personnels. J'aime beaucoup les vocaliser aussi, parce que je pense pas que ma vie s'arrête à ID Genève, mais ID Genève, ça fait partie aussi. C'était un rêve de lancer une marque. J'ai aussi le rêve d'avoir une école de danse et une chaîne d'hôtels en Amérique du Sud, par exemple. Donc c'est un peu des. Et puis, mais je pense que
plus on arrive à les écrire sur le papier et vraiment les avoir comme ça plus on va faire des choses inconsciemment même, hein. Je pense beaucoup de choses. Il faut dire que moi, quand j'étais à l'EHL ou quand j'étais encore digital manager chez Coca-Cola, je prenais mes vacances pour aller à Baselworld. Je prenais 8 jours de vacances et j'allais travailler pour une marque à Baselworld. Même si c'était pour servir des cafés, j'acceptais. J'étais là. Tant que j'y suis, et donc c'est d'avoir vraiment ce commitment, cette passion. Et puis moi, j'adore les montres. Je suis un collectionneur aussi. J'aime beaucoup les montres. Et je pense que c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir vraiment cette résilience de continuer et de persévérer. Et ça, on l'a vraiment quand on est vraiment dans son élément aussi, c'est important. Et le fait de verbaliser, même d'écrire, hein, ces je les objectifs. écris, ouais. La vision, elle est aussi écrite? Oui, on a notre vision qui est écrite, très ambitieuse aussi, il faut l'être. Je l'ai dit tout à l'heure, on veut placer l'industrie du luxe au centre de la transition écologique. Donc ça c'est aussi une question qu'on me pose, est-ce qu'on va aller une fois au-delà de l'industrie horlogère? Je pense que oui. Maintenant, encore une fois, step by step, même baby step by baby step, ce que j'aime bien dire. Et on va y aller gentiment, mais c'est l'objectif à long terme. Et par rapport à des objectifs, est-ce que tu as réussi à tous les atteindre ou il y en a certains que tu n'as pas réussi? Et qu'est-ce que tu fais quand tu réussis pas un objectif? Très bonne question. Aujourd'hui, on a un process où chaque 3 mois, on se fixe 5 objectifs au niveau de l'équipe. Il y a certains, et on tâtonne, encore une fois, parce que justement, on apprend, on veut que ce soit aussi des objectifs financiers. Il y a des objectifs qui sont non financiers aussi, qu'on veut atteindre. On se remet beaucoup en question. L'idée, moi, j'aime bien cette idée de tâtonnement, de test and learn, de A/B testing. Voilà, c'est vraiment un peu l'entrepreneur dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de secret là. Je pense qu'il faut. C'est aussi des beaux moments quand on a un échec comme ça. On se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'entraide aussi? Et comment on met cette culture aussi en interne, de se dire, mais voilà, comment est-ce qu'on va plutôt s'entraider, ou en tout cas, voilà, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a appris de cette erreur tous ensemble? Plutôt que, voilà, d'arriver sur, ok, on a fait une erreur, mais on la met juste de côté et puis on continue. Ça crée pas de tension? Bien sûr, oui, bien sûr, je pense que ça crée toujours des tensions. Je veux pas dire qu'on est au-dessus de ça. Mais c'est ce mindset plutôt. Et ça, il est très fort entre les 3 fondateurs. On donne ce tone of voice de vraiment se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Moi, je dis toujours qu'est-ce qui est en notre pouvoir, qu'est-ce qu'on peut changer tout de suite là, parce que si c'est une erreur dans le passé, voilà, on peut pas échanger, mais qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite là, et pour pas la refaire aussi. Par exemple, cette erreur, et pareil pour un objectif qu'on n'a pas atteint. Voilà, on va pas se mettre les 3 mois suivants un objectif non plus aussi en. C'est quoi aujourd'hui le gros objectif, le next step pour ID Genève? C'est quoi l'objectif que tu veux vraiment réaliser dans un délai relativement court? Je pense d'ici 5 ans, c'est d'avoir vraiment cette offre globale au niveau global. On est assez bien parti parce que donc on a ce partenariat. Donc ça, c'est avant Léo aussi. On a signé un partenariat avec Watches of Switzerland pour tout ce qui est UK, US. C'est un distributeur? Ouais, exactement. Alors, un retailer qui est comme Bucherer. Et on a signé aussi là récemment, on a ouvert au Moyen-Orient avec Sediki. On est à Dubaï, Abu Dhabi et Oman. Et on va ouvrir l'Inde avec Ethos. On a signé avec eux. On va ouvrir très prochainement 5 points de vente. Et l'idée, c'est aussi d'aller en Asie et d'avoir voilà, ces 4-5 partenariats avec des distributeurs, des partenaires qui vont construire la marque avec nous. Vraiment, on retourne vraiment dans les années 60 où vraiment on va main dans la main avec ces partenaires. Je pense qu'il y a une opportunité en retail aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment l'important, c'est vraiment comment est-ce qu'on va construire ça. Et puis moi, mon rôle, c'est aussi donc, comment est-ce qu'on va aussi financer cette croissance. Et comment tu vas la financer? C'est que l'année prochaine, en 2025, on va avoir notre série A, justement, où on va vraiment lever encore entre 6 et 8 millions pour financer justement ce développement commercial qui est un peu plus intense qu'une croissance organique, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, bien sûr dans 25 ans on pourrait le faire de manière organique, mais c'est l'idée aussi d'accélérer cet impact et cette alternative crédible qu'on veut mettre à disposition des marchés. Et donc là du coup on va recruter, on a commencé déjà, on a une personne à New York aussi qui représente la marque,
maintenant et on va vraiment continuer ce développement tout en restant plus proche. On a aussi par ailleurs un pop-up aussi cet hiver à Carouge qui va être une première expérience pour nous en fait d'avoir aussi vraiment un magasin on va dire sur les pop-ups c'est vrai que là on est très fort aussi pour venir à la contact du client et vraiment de comprendre, d'avoir des feedbacks. C'est vraiment une période super intéressante. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'idée? On est 9, personne à 100%, non plus les fondateurs. Moi je suis à 80, j'ai une journée avec mon fils dans la semaine. Cédric est à 86, il est prof à l'école d'horlogerie, notamment labo qualité. Et Signal aussi à 80%. On essaie aussi d'avoir vraiment une flexibilité. Et par rapport aux autres, aux 6 autres, par rapport à cette culture justement que vous avez chez ID, tu nous partageais qu'effectivement c'est ancré chez les fondateurs. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte qu'elle se diffuse chez les nouvelles personnes qui vous rejoignent? C'est un très bon point. C'est aussi un point pour lequel on s'est fixé aussi une quantité maximum de montres par année. On cape un peu la production. Cette année, c'était 1000 pièces. On voulait pas faire une de plus. C'est aussi quelque chose qu'on discute avec nos investisseurs, c'est de dire, mais voilà, on a besoin de temps aussi quand même pour recruter, pour vraiment onboarder ces personnes-là. Pour la première fois aussi dans l'histoire, on va proposer un ESOP, un Employee Stock Option Plan. C'est vraiment aussi de dire, mais en fait, chaque employé va avoir accès au capital d'ID Genève, donc ID Watch SA, qui est basé à Genève. Mais comment vous les sélectionnez? C'est aussi une très bonne question. On a des entretiens déjà avec les 3 fondateurs et c'est vraiment beaucoup sur les convictions, sur justement cette volonté aussi de nous rejoindre sur la mission d'ID Genève, vraiment d'apporter une nouvelle identité, d'apporter quelque chose de nouveau, d'innovant dans l'industrie traditionnelle horlogère et tout en respectant bien sûr quand même l'héritage horloger. On est et on restera des enfants du Swiss Made. Mais c'est comment est-ce on s'assure que dans 250 ans, l'industrie du luxe n'est pas l'industrie des inégalités. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore vraiment toujours ce top 1%. Et c'est comment est-ce que, on rend moins toxique le luxe, et 2, justement, on utilise ça comme un vecteur d'accélération de la transition écologique. Il y a quelques années, ton rêve, c'était que Leonardo DiCaprio rejoigne l'actionnariat. Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve? Très bonne question. J'aime bien avoir aussi maintenant des rêves un peu plus financiers. Je ne sais pas si c'est l'âge qui passe, mais on aimerait bien dans 5 à 10 ans à peu près à 100 millions de chiffre d'affaires. Pas uniquement me dire pour pérenniser ça, mais je pense que c'est encore une fois aussi dans une ambition réaliste et aussi vraiment d'impact. Je pense que si on est à 100 millions de chiffre d'affaires, il faut imaginer l'impact qu'on a derrière. C'est ça qui m'intéresse plus finalement que juste les 100 millions, c'est vraiment d'imaginer comment ça se transforme en impact. Et donc ça c'est un objectif à court moyen terme. On aimerait continuer d'utiliser aussi parce que quand Leonardo est rentré finalement dans notre capital, il y a un peu un changement de paradigme qui s'opère. Ça veut dire vraiment la personne qui est normalement payée pour porter la montre, en fait elle se retrouve à elle payer pour porter nos montres. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas plus authentique comme démarche. Et j'adore. Et en fait, j'ai envie de continuer à exploiter ça. Et donc, j'ai quelques discussions aussi avec d'autres célébrités, je vais les appeler des créateurs d'influence, plutôt que des célébrités ou juste des influenceurs. Je pensais plutôt, ils ont une influence et ils veulent en faire quelque chose de positif. Du coup, ils devraient nous discuter avec nous, comment est-ce qu'on peut faire ensemble quelque chose là-dessus. Et on a lancé une nouvelle collection 37 mm. Donc activement, je cherche aussi une femme qui pourrait porter aussi ses convictions au poignet et nous rejoindre dans l'aventure. Donc ça, c'est quelque chose. Et t'as des noms comme ça? Des gens que tu rêverais d'avoir porter cette montre? Une femme? Alors une femme, j'adorais Angèle, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Pas commenter si oui ou non on est en discussion, mais c'est pas ce qu'on a demandé. Ouais. C'est des personnes qui sont vraiment activistes aussi dans leur vie de tous les jours. Qui incarnent la vision. Ouais, exactement. Et Angèle, par exemple, moi je reconnais tout son travail qu'elle fait sur vraiment tout ce côté aussi progressiste, d'inclusion, d'inclusivité, de toute cette
qui est un autre combat aussi finalement, hein, beaucoup plus social qu'on est beaucoup plus sur le S là que le E finalement du changement climatique. Mais c'est tout aussi intéressant, et puis c'est aussi des valeurs qu'on veut projeter aussi sur la marque à l'avenir. Nicolas, tu nous dis tu nous as beaucoup parlé de la vision, de l'impact et du rôle de l'impact pour ID. Tu nous as aussi parlé d'investisseurs. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à une éventuelle tension qui peut exister entre, vous êtes là, ID Genève, c'est là pour faire de l'impact, et un investisseur, il est là pour avoir un retour sur son investissement. Est-ce que là, il y a une tension qui se crée? Je pense pas qu'il y ait une tension, mais je pense que c'est une question qu'on se pose. On s'est posé vraiment la question, voilà, dans finalement, quel est le rôle? Oui, on a cette mission d'impact, mais on est quand même une société privée, une société anonyme d'action privée. Et je pense que tu as raison, tout à fait. C'est vraiment un retour sur investissement. Et on se doit de proposer un retour sur investissement, même mieux qu'une société traditionnelle horlogère. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on met un point d'orgue à avoir ces discussions. On a aujourd'hui une croissance organique très forte, encore plus maintenant avec l'avenue d'un investisseur connu, mais on s'attache vraiment à ne pas être sur de la philanthropie ni sur une ONG, vraiment d'être sur une entreprise privée. C'est pas exclusif de faire de l'impact et de faire de l'argent? Non, je pense pas. Au contraire, justement, c'est pour ça que j'ai parlé de 100 millions de chiffre d'affaires. Je pense que on veut, et puis après on aura même encore plus de moyens pour faire plus d'évangélisation. Ça, je parle là parce que j'ai beaucoup de discussions avec un investisseur qui me dit tu pourras évangéliser plus tard. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire les deux, et vraiment l'un peut être au service de l'autre. Bien sûr, chaque fois que j'ai une conférence où on est engagé, on est activiste, il y a des personnes qui sont intéressées à acheter nos montres par la suite. Je trouve que c'est normal. Je trouve que ça doit être aussi des objectifs. Je pense qu'il faut en parler. Il faut faire envie. Ouais, il faut faire envie. Et voilà, je pense que tu l'as dit, le mot. Je pense que c'est vraiment toujours autant qu'on reste dans cette désirabilité. Et je pense que ça, c'est un mot qui est fort pour le luxe. C'est vraiment justement d'éviter d'avoir ces montres en bois, voilà, ou de uniquement se focaliser sur le discours durabilité. Je pense qu'il y a ce discours lifestyle, il y a ce discours de l'esthétique, du beau. Parce que voilà, quand on se balade dans une galerie d'art et on voit un artiviste, c'est-à-dire un artiste qui est activiste, qui fait quelque chose, même moi, je vais dire non, mais moi, je veux que ce soit beau, et puis là, je l'achèterai. Et en plus, j'ai les convictions qui vont avec. Mais vraiment, je pense que l'œuvre d'art doit être belle parce qu'on va la mettre dans le salon. On va la regarder tous les jours. Donc, on veut qu'elle soit belle. Peut-être, c'est pas une question qu'on pose souvent. Et puis, je pense que ça peut être intéressant dans ton cas. À un moment donné, dans l'histoire de ID Genève, tu as pu profiter du coaching de Genilem. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelles sont les étapes importantes que ça t'a permis de franchir, peut-être? Bon, moi, je vous remercie déjà d'être là. Je pense qu'on est vraiment dans la gratitude d'avoir cette opportunité à Genève. Je pense que ce que ça nous a apporté, c'est en tant que marque horlogère, on n'est pas forcément dans le fit de tout la biotech, medtech sur l'écosystème suisse. C'est d'avoir un soutien local, je pense, principalement. Je vais commencer par le début. C'était aussi d'abord de se former pour pitcher, passer à travers ces étapes, en gagnant en maturité, en faisant partie de cette communauté Genilem. Qualité, ça c'est aussi un terme de qualité aussi par rapport à d'autres investisseurs. Et tout particulièrement finalement l'adaptation de Cyril. Je crois que Cyril c'est toujours vraiment adapté à 100% à nos besoins. Voilà. Cut the bullshit, what do you need, et comment est-ce que je peux vous être utile. Et ça vraiment tu l'as fait avec tout ton cœur, vraiment d'être vraiment très présent quand on avait besoin de certaines choses. Aujourd'hui c'est vraiment la preuve aussi que il nous a écoutés et il essaie d'avoir cette valeur ajoutée plutôt que juste d'être vraiment finalement dans un rapport de feedback. Il y a cette confiance qui est très vite c'est feedback, no bullshit. Ouais, exact. Et c'est, on va pas perdre de temps si vous n'avez pas le temps pour faire ce feedback. Là, qu'est-ce que je peux vous apporter? Quelles intros je peux vous faire? Comment est-ce que je peux avoir une valeur ajoutée? Comment je peux aider? Ouais, et puis ça, on le ressent. Je te fais le compliment, Cyril, parce que on le ressent que tu as cette expérience d'entrepreneur aussi qui est importante, en fait, parce que souvent, des fois, on se trouve confronté à des gens, non, mais des gens qui veulent aider, mais forcément,
des fois, ils le font... Ils veulent vraiment nous aider. On a beaucoup de gens qui veulent nous aider, mais souvent, après, ça en fait nous prend du temps aussi. C'est ça un peu la difficulté, parce que... Ouais. Oh, merci beaucoup pour ces mots. Et justement, en termes de valeur ajoutée, aujourd'hui, le Nicolas d'aujourd'hui, s'il pouvait parler au Nicolas qui était en train de repeindre une planche en bois avec son pote Cédric, il lui dirait quoi? No bullshit, il lui dit quoi? Continue, t'y es pas encore. T'y es pas encore. Vraiment, baisse la tête et continue à travailler dur, comme tu l'as fait maintenant, comme tu le fais depuis tes 14 ans. Parce que je suis toujours dans le travail, dans les expériences, dans le test and learn. Et puis, vraiment, c'est une chance aussi que tu as de faire ça. Vraiment, je me rends compte chaque fois quand j'ai signé cette démission, je me dis, là, je signerai de nouveau qu'on peut tout de suite. Mais c'est aussi une chance, d'être dans la gratitude. Des personnes qui nous soutiennent, qui nous proposent des aides. Je pense que c'est toujours... On se rend pas compte parce que certaines personnes pensent qu'on a peut-être déjà réussi. Moi, je pense justement pas du tout. Je pense vraiment pas du tout. Et je pense de toujours continuer à travailler dur et de profiter aussi du moment présent. Nicolas, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, tu as parlé de gratitude. Alors, moi, je vais rebondir parce que c'est un épisode un tout petit peu particulier pour nous aussi, parce que c'est le dernier qu'on fait ensemble avec Laurent. Et je voulais te remercier et te donner toute ma gratitude. Je t'ai onboardé dans cette aventure il y a 2 ou 3 ans. C'est ça. Et puis, au-delà du sponsor que vous avez fait de ce podcast, au sponsor financier, moi, je voulais te remercier pour l'implication que tu as eue. Et puis, faire tout ça avec toi, ça a été un grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Cyril. Et merci à Genilem de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer comme aujourd'hui des gens incroyables. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de la qualité des entrepreneurs et des jeunes entrepreneurs qu'on a ici à Genève, ici à Lausanne, enfin dans toute la Romandie. Et moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça permettra de créer encore des vocations, que des gens, pendant leur petit job d'été, en train de passer la tondeuse, auront des idées géniales pour faire avancer les choses. Donc, encore merci. Merci Nicolas. C'était un super moment. Merci à vous. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Nicolas Freudiguer, cofondateur d'Idées Genève. Son parcours est, je pense, unique, avec une idée lancée quand il avait 14 ans dans un coin de sa tête, qui devient aujourd'hui une marque qui redéfinit le luxe durable en Suisse. Ce que je retiens surtout, c'est l'importance pour un entrepreneur de tout donner, sans plan B. Et Nicolas nous démontre que quand on mise tout sur une vision forte, ça crée une force qui est inarrêtable. S'engager à fond, sans filet de sécurité dans son cas, ça pousse à trouver des solutions, à innover, à avancer. Ça m'a rappelé le partage qu'avait fait Luc Piguet dans un précédent épisode. Luc Piguet, c'est le cofondateur de ClearSpace, avec cette notion de brûler ses navires. Mais si on vient à Idées Genève et à Nicolas, on constate que la vision très ambitieuse, qu'elle tend à redéfinir le luxe suisse pour en faire un levier de transition écologique, mais au-delà des mots et du concept, Nicolas ancre cette vision dans des objectifs très concrets à réaliser, comme par exemple collaborer avec Leonardo DiCaprio, décrocher une interview dans le New York Times ou dans une émission de la RTS, TTC, pour celles et ceux qui s'en souviennent. En fait, Idées Genève nous rappelle que, comme dans tout projet entrepreneurial, chaque étape compte, chaque étape doit être franchie avec détermination. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de shortcut dans l'entrepreneuriat en général, et encore moins quand on veut bâtir un modèle dans le luxe durable. Ça demande du travail, un travail acharné, un engagement sans faille pour avancer un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et enfin, Nicolas démontre une fois de plus une règle d'or pour tout projet entrepreneurial. Le produit, le service qu'on amène sur le marché doit être à la fois désirable et économiquement viable. Et pour être sûr d'avoir cette désirabilité et surtout qu'elle dure dans le temps, Idées Genève a toujours échangé avec ses clients pour comprendre ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient pas, dans une démarche d'amélioration continue. Intégrer les feedbacks, c'est obligatoire si on veut créer un produit ou un service que les gens désirent vraiment. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve chez absolument toutes les entrepreneuses et tous les entrepreneurs qui réussissent à passer à l'échelle, aller à la rencontre de leurs clients et être capables de leur parler et surtout de les écouter. Et avant de conclure, comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec 2 ou 3 de vos amis qui pourraient être intéressés pour faire grandir notre communauté et continuer de recevoir des invités intéressants tout au long de cette saison 2025. Et comme toujours, si vous voulez rester informé de l'entrepreneuriat dans les cantons de Genève et Vaud, abonnez-vous à la newsletter mensuelle de Genilem via notre site internet genilem.ch. Voilà, c'était Cyril Delaval, coach au sein de Genilem. Merci pour votre écoute et on se retrouve très vite. Je vous embrasse, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Ciao.